Une femme peut vivre sans jamais vraiment exister. À Montfaucon, en 1955, Élise Dupré découvrit cette vérité terrible un matin d'octobre, lorsqu'un homme franchit le seuil de sa maison et que 3 destins basculèrent à jamais. Ce qui commença par un regard échangé dans la pénombre d'un couloir étroit se transforma en drame. Un drame si intense que la ville entière tenta de l'effacer de sa mémoire, pierre après pierre, vie après vie. Mais certaines histoires refusent de disparaître. Elles s'accrochent au mur, murmurent dans les greniers vides, hantent les vivants jusqu'à ce que l'histoire soit racontée, jusqu'à ce que la vérité soit révélée. Le vent glacé de l'automne lorrain charriait déjà des signes de changement ce jour-là. Terre humide, feuilles mortes, fumée de cheminée et quelque chose d'autre, d'indéfinissable, comme le pressentiment que rien ne serait plus jamais pareil. Sur la rue des Saules, au numéro 12, derrière les rideaux de dentelle blanc cassé qui tamisaient la lumière grise du matin, Élise Dupré observait les pavés mouillés sans vraiment les voir, ses mains plongées dans l'eau savonneuse devenue froide, le cœur déjà ailleurs, déjà en train de s'échapper vers un endroit qu'elle ne connaissait pas encore, mais dont elle sentait confusément l'appel. Avant de continuer, dites-moi, d'où m'écoutez-vous? J'adore savoir où vous êtes et quelle est la température dans votre ville. Élise Dupré avait 32 ans, mais certains matins, elle se sentait centenaire, comme si chaque année de son mariage avec Marcel avait compté triple, quadruple. 15 années de mariage avaient tissé autour d'elle une toile invisible, faite d'habitudes répétées jusqu'à l'absurde, de silences polis qui remplaçaient les conversations, de gestes mécaniques répétés jusqu'à l'épuisement, se lever à 6 heures, préparer le café, tartiner le pain, attendre que Marcel parte à l'atelier, nettoyer, cuisiner, raccommoder, recommencer. Une boucle infinie dont elle ne voyait pas l'issue. Marcel était un homme bon. Personne à Montfaucon ne pouvait dire le contraire. Il ne buvait pas, ne levait jamais la main, ne criait jamais, rentrait chaque soir à la même heure de son atelier de menuiserie qu'il tenait avec son frère cadet, Rémi. Un homme prévisible jusqu'à l'ennui, mais la bonté n'est pas l'amour, n'est-ce pas? Et le confort n'est pas le bonheur. C'est ce qu'Élise se répétait certaines nuits, allongée à côté de son mari endormi, écoutant sa respiration régulière, lourde, étrangère. La maison sentait le café refroidi, la cire d'abeille qu'elle frottait obsessivement sur les meubles chaque mercredi, le linge propre séché près du poêle en fonte qui ronronnait doucement dans un coin du salon. Tout y était impeccable, rangé, sans vie. Les meubles en noyer massif hérités de la belle-mère, le crucifix en bronze au-dessus de la porte d'entrée, les assiettes en porcelaine de Limoges alignées dans le buffet comme des soldats au garde-à-vous, les napperons brodés sur chaque surface plane. Une vie entière réduite à quelques pièces ordonnées, où chaque objet avait sa place assignée, et où rien, jamais, ne devait déborder, dépasser, exister, vraiment. C'est alors qu'on frappa à la porte. 3 coups, fermes, mais mesurés, presque hésitants. Élise fronça les sourcils en s'essuyant les mains sur son tablier brodé de fleurs bleues, un cadeau de sa mère pour ses 20 ans. Les visites matinales étaient rares à Montfaucon, surtout un mercredi. Les habitants de cette petite ville de Lorraine, nichée entre les collines boisées et les champs de céréales, respectaient les horaires. On ne dérangeait pas avant 10 heures, sauf urgence. Elle traversa le couloir étroit aux murs tapissés de papier peint fleuri, légèrement jauni par le temps et l'humidité. Ses pas résonnant sur le carrelage froid, en damier noir et blanc, chaque bruit amplifié par le silence de la maison vide. Son cœur battait un peu plus vite sans qu'elle sache pourquoi. Elle ouvrit la porte. L'homme qui se tenait là, sur le seuil usé par des décennies de passage, portait un long manteau de laine noire élimé aux manches, une écharpe grise, nouée négligemment autour du cou, un chapeau de feutre sombre qu'il tenait maintenant à la main, révélant des cheveux bruns striés de gris aux tempes. Son visage était marqué par la vie. Rides profondes autour des yeux, plis amers au coin des lèvres, une petite cicatrice sur la pommette gauche qui racontait une histoire qu'il ne raconterait probablement jamais. Mais ce furent ses yeux qui frappèrent Élise, d'un bleu presque transparent, lumineux malgré la grisaille du matin, chargé d'une intensité troublante. « Bonjour, Madame Dupré. » La voix était grave, posée, teintée d'une fatigue ancienne qui semblait venir de très loin. « Pardon, monsieur, mais je ne crois pas. » Elle cherchait dans sa mémoire, essayant de placer ce visage, cette voix. « Antoine Mercier ?» Un sourire apparut sur ses lèvres. « Je suis un vieil ami de Marcel. Nous avons grandi ensemble, ici à Montfaucon, avant la guerre, avant que tout change. » Élise sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Antoine Mercier. Ce nom résonnait vaguement dans sa mémoire.
Marcel avait parlé de lui parfois lors de ces rares soirées où le vin rouge déliait un peu sa langue habituellement économe en mots. L'ami d'enfance parti pour Paris juste après la Libération, en 1945, celui qui avait choisi l'ailleurs, la grande ville, l'inconnu pendant que Marcel restait fidèle à cette terre de Lorraine, à ses racines, à son atelier de menuiserie. Bien sûr, Marcel m'a parlé de vous. Elle s'écarta légèrement de l'embrasure, incertaine de ce qu'elle devait faire. Il est à l'atelier en ce moment avec son frère. Il travaille sur une grosse commande. Mais voulez-vous entrer? Je peux envoyer quelqu'un le prévenir. Antoine hésita sur le seuil, comme s'il mesurait mentalement les conséquences de ce simple geste. Franchir cette porte, entrer dans cette maison, dans cette vie. Son regard se perdit un instant vers les collines brumeuses au loin, puis revint sur Élise. « Si cela ne vous dérange pas, je ne voudrais pas m'imposer. »« Vous ne vous imposez pas. » Élise s'écarta davantage, ouvrant la porte en grand, laissant entrer l'air froid du matin. « Marcel sera content de vous revoir, j'en suis sûr. » Antoine entra lentement, retirant ses chaussures boueuses sur le paillasson, accrochant son manteau et son chapeau au porte-manteau près de la porte. Son regard balaya l'intérieur de la maison avec une attention particulière, le papier peint fleuri légèrement jauni, le porte-manteau en bois tourné, la rangée de sabots cirés alignés contre le mur, le petit guéridon supportant un vase de fleurs séchées, la photographie encadrée du mariage d'Élise et Marcel accrochée au mur du couloir, l'œil de celui qui revient après une longue absence et mesure le poids de tout ce qui a changé, ou de tout ce qui n'a pas changé. « Rien n'a bougé, murmura-t-il presque pour lui-même. C'est comme si le temps s'était arrêté ici. » Élise ne sut que répondre. Elle le guida vers la cuisine, la pièce la plus chaude de la maison, celle où la vie se déroulait vraiment. Le poêle diffusait une chaleur réconfortante. La cafetière en émail bleu reposait sur le coin du fourneau, encore tiède. L'odeur du pain frais flottait dans l'air. « Je ne veux pas vous déranger dans vos tâches, » dit Antoine en s'asseyant sur la chaise que lui désignait Élise. « Je passais simplement... J'ignorais si Marcel vivait toujours ici, dans cette maison. Nous sommes ici depuis notre mariage. 15 ans maintenant. » Élise versa du café dans 2 tasses. La maison appartenait aux parents de Marcel. Ils nous l'ont laissée quand ils sont partis vivre chez la sœur de Marcel, à Metz. Un silence tomba, épais comme le brouillard qui stagnait sur les collines environnantes. Élise sentait le regard d'Antoine sur elle. Pas déplacé, pas impertinent, mais présent. Trop présent. Comme s'il voyait à travers l'apparence soigneusement construite, les cheveux châtains tirés en chignon strict, la robe grise boutonnée jusqu'au cou, le tablier impeccable, jusqu'à cette part d'elle-même qu'elle avait enfouie sous des années de devoir conjugal et de résignation silencieuse. « Vous avez l'air différente de ce que j'imaginais, » dit-il soudain. Élise releva la tête, surprise. « Comment ça? Vous ne m'avez jamais vue. »« Non, c'est vrai, mais Marcel parlait de vous dans ses lettres, il y a longtemps, juste après votre mariage. Il écrivait encore à l'époque, avant que... » Antoine s'interrompit. « Peu importe. Ce sont des souvenirs d'une autre époque, d'une autre vie. » Mais Élise ne voulait pas lâcher prise. Quelque chose dans ce non-dit l'appelait. « Il disait quoi sur moi, dans ses lettres ?» Antoine plongea son regard dans le sien. « Il disait que vous étiez heureuse, que vous riiez souvent, que vous chantiez en préparant le repas. » Le mot résonna dans la cuisine comme une question non posée. Heureuse. L'était-elle? L'avait-elle jamais été? Elle détourna les yeux, troublée. « Je vais vous préparer du café frais. Celui-là doit être froid maintenant. » Dans la cuisine, tandis qu'elle s'affairait autour de la cafetière en émail bleu, rajoutant du café moulu, versant de l'eau, ses mains tremblaient légèrement. Elle sentait la présence d'Antoine derrière elle, debout près de la fenêtre, observant la rue comme elle l'avait fait quelques minutes plus tôt. Le silence entre eux n'était plus gênant, mais étrangement chargé, dense, comme si quelque chose d'invisible se tissait déjà. Un fil ténu qui les reliait malgré eux, malgré Marcel, malgré tout ce qui était juste et convenable. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda-t-elle sans se retourner, versant le café fumant dans 2 tasses propres. Sa voix était plus basse qu'elle ne l'aurait voulu, parce que Paris n'était plus supportable. On dit pourtant que c'est une ville magnifique. « Magnifique et insupportable ne sont pas contradictoires. » Antoine accepta la tasse qu'elle lui tendait, leurs doigts se frôlant une fraction de seconde. « On peut se sentir plus seul dans une ville de 3 millions d'habitants que dans un village de 300. Vous avez fui quelque chose, dit Élise. Ce n'était pas une question. Un long silence. Le tic-tac de l'horloge murale marquait les secondes. Puis,
Peut-être. Ou peut-être que j'ai simplement compris qu'on ne peut pas fuir éternellement. Qu'à un moment, il faut s'arrêter, faire face, ou au moins essayer. Antoine revint le lendemain, comme promis. Il arriva en fin d'après-midi, alors que la lumière déclinante de novembre transformait Montfaucon en un tableau au ton sépia. Il portait le même manteau noir, mais cette fois une écharpe bordeaux nouée plus soigneusement, et dans ses mains, un bouquet de chrysanthèmes blancs enveloppés dans du papier journal. « Pour vous, Madame Dupré, » dit-il en tendant les fleurs à Élise. « C'est une maigre compensation pour le dérangement d'hier. » Élise prit les fleurs, troublée par ce geste d'une politesse désuète. « Vous n'auriez pas dû, vraiment. »« J'ai grandi avec des manières parisiennes maintenant, » répondit Antoine avec un demi-sourire, « pour le meilleur et pour le pire. » Marcel apparut derrière Élise. « Antoine, entre, entre! Ne reste pas sur le seuil comme un étranger, tu es chez toi ici. » Le dîner fut étrange, un mélange d'aise et de tension. Marcel monopolisait la conversation, racontant des anecdotes sur leur enfance commune, les bêtises qu'ils avaient faites ensemble, voler des pommes dans le verger, nager dans la rivière en été, fuguer pendant 3 jours dans les bois quand ils avaient 14 ans. Élise écoutait ces histoires pour la première fois, découvrant un Marcel qu'elle ne connaissait pas, un Marcel jeune, aventureux, capable de rire et de prendre des risques. Quand était-il devenu cet homme sérieux, prévisible, enfermé dans sa routine? Antoine parlait peu, hochait la tête, souriait aux souvenirs évoqués, mais son regard revenait constamment sur Élise, des coups d'œil qu'elle sentait sur sa peau. Les jours passèrent, Antoine revint, puis encore. Puis chaque jour de cette semaine de novembre, où l'automne lorrain dévoilait son visage le plus cruel, pluie glacée qui transformait les chemins en boue, brouillards épais qui avalaient les collines environnantes, vent mordant qui arrachait les dernières feuilles des arbres centenaires bordant la rue des Saules. Marcel était ravi de retrouver son vieil ami, trop ravi peut-être pour remarquer certains détails, les silences qui s'installaient quand Élise entrait dans la pièce. La manière dont Antoine détournait légèrement le regard quand elle passait près de lui, les fois où Élise s'attardait plus que nécessaire, trouvant toujours une raison, un coussin à replacer, une poussière imaginaire à épousseter. Montfaucon commença à remarquer. Dans une ville aussi petite où 4 générations se côtoyaient, où tout le monde connaissait l'histoire de tout le monde, les secrets avaient la vie courte. Madame Garnier, la boulangère au visage pointu et aux yeux qui ne manquaient rien, fut naturellement la première à poser des questions. Elle les posait mine de rien, en tendant le pain, en rendant la monnaie, avec ce ton faussement innocent. « C'est qui cet homme qui vient tous les jours chez les Dupré? Un parent de Paris, peut-être? Il a l'air distingué. Trop distingué pour Montfaucon. On sait ce que c'est, les Parisiens. Des idées modernes. Pas de morale. Pas d'attache. » Monsieur Barthélemy, le facteur bossu qui connaissait tous les secrets du village, mentionna qu'il avait vu Antoine et Élise discuter dans la cour arrière un après-midi, seuls, pendant que Marcel travaillait. Rien de scandaleux en apparence, vous comprenez. Il parlait simplement. Mais vous savez comment c'est, une femme mariée, un homme seul. Même si ce sont juste des mots, les apparences. À Montfaucon, l'apparence suffisait. L'apparence était tout. Élise sentait les regards peser sur elle quand elle sortait faire ses courses. Elle qui marchait toujours la tête haute, le dos droit, fière de sa réputation de femme irréprochable, commençait à courber légèrement les épaules, à baisser les yeux. Les conversations s'arrêtaient net à son passage dans l'épicerie, dans la mercerie. Les sourires devenaient plus rares, plus froids, teintés de quelque chose qui ressemblait à du mépris ou à de la curiosité malsaine. Elle aurait dû avoir peur. Elle aurait dû mettre fin à tout cela immédiatement, renvoyer Antoine poliment mais fermement, rétablir l'ordre rassurant de sa vie d'avant. Mais elle ne le fit pas, parce qu'Antoine la faisait se sentir vivante pour la première fois depuis 15 ans. Il lui parlait de livres, Proust, Camus, Sartre, des noms qu'elle n'avait jamais osé prononcer à voix haute. Il lui racontait Paris, ces rues où l'on pouvait marcher pendant des heures sans croiser une connaissance, ces cafés où l'on refaisait le monde jusqu'à l'aube. Il l'écoutait vraiment, pas avec la distraction polie de Marcel, qui hochait la tête en pensant à ses planches de bois, mais avec une attention totale qui la faisait exister au-delà de son rôle d'épouse parfaite. Un après-midi, alors que Marcel était parti livrer une commande importante à Nancy, une bibliothèque monumentale pour un avocat, qui lui prendrait toute la journée, Antoine et Élise se retrouvèrent seuls dans le salon pour la première fois. Vraiment seuls, sans la présence rassurante de Marcel pour servir de protection.
La lumière de novembre entrait par la fenêtre, dorée et mélancolique. Un feu crépitait dans la cheminée. Antoine lisait, ou faisait semblant de lire, un recueil de poèmes de Baudelaire qu'il avait apporté de Paris. Élise raccommodait des chaussettes près de la fenêtre, mais ses doigts travaillaient mécaniquement pendant que son esprit vagabondait ailleurs. « Vous devriez partir, dit-elle soudainement, rompant un silence qui durait depuis plus d'une heure. Antoine leva les yeux du livre. « Pourquoi ? » »« Parce que les gens parlent. Qu'ils parlent. » Il haussa les épaules. « Les gens parlent toujours. C'est leur occupation principale dans les petites villes. Antoine, ce n'est pas... » Elle cherchait ses mots, les mains crispées sur son ouvrage. « Ce n'est pas bien, ce que nous faisons. Nous ne faisons rien. » Justement, elle leva les yeux vers lui et dans ce regard, il y avait un mélange de supplication et autre chose. C'est justement ça le problème. Le silence qui suivit fut plus éloquent que tous les aveux possibles. Antoine se leva lentement, posa le livre sur la table basse. Il traversa la pièce, chaque pas résonnant sur le parquet ciré. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, à cette distance ambiguë entre la proximité acceptable et l'intimité interdite. « Élise !» C'était la première fois qu'il prononçait son prénom sans le faire précéder de « Madame », et ce simple changement modifia quelque chose dans l'air entre eux. « Vous ne me devez rien. Je partirai si vous me le demandez vraiment. Mais avant, répondez-moi sincèrement. Voulez-vous vraiment que je parte ?» Elle aurait dû dire oui. Elle aurait dû le supplier de s'en aller, de laisser sa vie reprendre son cours tranquille et prévisible. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, et son silence fut une réponse en soi. « Vous méritez mieux que cette vilain, dit Antoine doucement. Je suis marié. Je sais. J'aime mon mari. » Mais même en le disant, elle n'était plus sûre que ce soit vrai. Ou plutôt, elle découvrait qu'on peut aimer quelqu'un et ne plus être capable de vivre avec lui. « Je sais ça aussi. » Antoine laissa retomber sa main, recula d'un pas. On peut aimer quelqu'un profondément et se sentir mourir lentement à ses côtés. L'amour n'est pas toujours suffisant. Ce n'est pas ce qu'on nous apprend, mais c'est la vérité. Le soir même, Élise trouva une lettre glissée sous la porte d'entrée. Elle l'avait presque piétinée en allant chercher du bois pour le poêle. Une enveloppe blanche, sans adresse, sans timbre, pas de signature, juste quelques mots griffonnés d'une écriture nerveuse. « Les femmes comme vous finissent toujours mal. Dieu voit tout. » Élise froissa le papier d'une main tremblante, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle le jeta dans le feu de la cheminée, regardant les flammes dévorer l'encre et le papier. Mais elle savait que ce n'était que le début. La guerre était déclarée. Montfaucon avait décidé de la juger, de la condamner, pour un sentiment qu'elle n'avait même pas encore agi. Cette nuit-là, allongée près de Marcel qui dormait paisiblement, Élise pleura en silence, le visage enfoui dans l'oreiller. Elle pleurait sur ce qu'elle était en train de perdre. Sa réputation, sa place dans la communauté, sa tranquillité d'esprit. Et elle pleurait aussi sur ce qu'elle n'aurait probablement jamais le courage de saisir, cette vie alternative qui brillait devant elle, comme un mirage. Novembre arriva avec ses brumes épaisses qui noyaient Montfaucon dans un linceul gris. Le froid humide s'infiltrait partout, jusque dans les eaux, jusque dans les âmes. Les arbres dénudés ressemblaient à des squelettes tendant leurs bras noueux vers un ciel de plomb. Les rues se vidaient dès 16 heures, quand la nuit tombait. Les maisons se refermaient sur elles-mêmes, cachant leurs secrets derrière des volets clos et des rideaux épais. Antoine avait loué une chambre dans la vieille auberge du centre-ville, l'auberge du Cerf, une bâtisse décrépite du XVIIe siècle. Une chambre au 2e étage, sous les combles, avec une lucarne donnant sur le cimetière, un lit étroit, une table bancale, une chaise dépareillée, un lavabo écaillé. Le strict minimum. Il passait encore ses journées rue des Saules, prétextant aider Marcel à l'atelier. En réalité, c'était Élise qu'il venait voir, Élise qu'il cherchait du regard dès qu'il franchissait le seuil de la maison. Ils avaient développé un langage secret, une chorégraphie invisible faite de regards furtifs qui duraient une fraction de seconde de trop, de frôlements accidentels qui ne l'étaient jamais vraiment, de conversations anodines chargées de sous-entendus que Marcel, dans sa confiance, ne déchiffrait pas. Marcel ne voyait rien ou refusait de voir. Il était heureux que son ami soit revenu, authentiquement heureux de cette compagnie qui rompait la monotonie de ses journées. On pourrait s'agrandir, disait-il avec enthousiasme. Prendre des apprentis, faire de la vraie menuiserie d'art. Tu as toujours eu du talent pour le dessin, Antoine. On pourrait devenir célèbre dans toute la Lorraine. Antoine écoutait ses projets avec un sourire triste, sachant qu'il ne verrait jamais le jour.
sachant que tout était déjà en train de s'effondrer. Les lettres anonymes se multipliaient, glissées sous la porte aux heures les plus improbables. Laissées dans le panier d'Élise au marché, coincées dans le battant du confessionnal à l'église Saint-Martin, certaines étaient venimeuses, écrites avec une haine pure. D'autres étaient simplement tristes, presque suppliantes. Élise les brûlait toutes, systématiquement. Elle attendait d'être seule, allumait une bougie, lisait chaque mot comme une pénitence, puis regardait les flammes les dévorer. Mais chaque nouvelle missive était un coup de couteau, une preuve supplémentaire que sa vie lui échappait. Un soir de novembre particulièrement sombre, Marcel entra dans la cuisine avec une expression qu'elle ne lui connaissait pas. Sombre, fermée. « Le père Dubois m'a parlé aujourd'hui », dit-il sans préambule. Élise sentit son cœur s'arrêter. Elle continua à éplucher les pommes de terre, les mains tremblantes. « Ah oui, il dit que les gens parlent. Beaucoup. À propos d'Antoine. À propos de toi. » Le couteau tomba dans l'évier avec un bruit métallique. « Les gens parlent toujours, Marcel, tu le sais bien. »« Élise, regarde-moi. » Elle leva les yeux lentement. L'expression de Marcel était un mélange de douleur, de colère retenue, et de quelque chose de plus terrible encore. Le doute. « Il se passe quelque chose que je devrais savoir ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. « Quelque chose entre toi et Antoine. » Le moment de vérité était arrivé. Le moment où elle devait choisir entre le mensonge salvateur et la vérité destructrice. Le mensonge sortit avec une facilité déconcertante. « Non, il ne se passe rien. Antoine est ton ami. Il vient nous voir. C'est tout. Les gens voient le mal partout. » Marcel la fixa longuement, scrutant son visage, cherchant la vérité dans ses yeux. Le silence dura une éternité. Puis il hocha la tête lentement, comme s'il prenait une décision consciente de croire le mensonge, plutôt qu'affronter une réalité insupportable. Bien, parce que si quelque chose se passait, sa voix se brisa. Je ne sais pas ce que je ferais, je ne sais vraiment pas. C'était à la fois une menace et une supplication, une ligne tracée dans le sable, une dernière chance offerte. Le scandale éclata définitivement un vendredi soir du 16 décembre, dans le café principal du village, l'auberge du Cerf où les hommes de Montfaucon se retrouvaient après le travail pour boire, jouer aux cartes et oublier momentanément la dureté de leur vie. Marcel était là, attablé avec Antoine et quelques autres menuisiers. Une partie de belote était en cours, mais personne ne se concentrait vraiment. L'ambiance était lourde, tendue. Le vin coulait, rouge et âcre. Les voix montaient progressivement. Dehors, la neige continuait de tomber épaisse, ensevelissant le village sous son linceul blanc. C'est Paul Garnier, le fils de la boulangère, un homme amer de 35 ans qui n'avait jamais réussi à se marier, qui lança la première pierre. « Alors, Marcel, dit-il d'une voix forte calculée pour être entendue de toute la salle, ça fait quoi de ne pas voir ce que tout le monde voit ?» Le silence tomba comme une guillotine. Tous les regards convergèrent vers la table du fond où Marcel et Antoine étaient assis. Marcel leva lentement les yeux de son jeu. « Quoi ? De quoi tu parles, Garnier ?» Paul sourit, un sourire mauvais. « De ton ami Antoine, de ta femme Élise. Tu sais, Marcel, tout Montfaucon sait, absolument tout le monde, tout le village, sauf toi apparemment. » Le visage de Marcel devint livide. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu es ivre, tu dis n'importe. » Le visage de Marcel devint livide. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu es ivre, tu dis n'importe quoi. Ivre, peut-être, mais tout le monde sait que ta femme et ton ami passent leurs journées ensemble pendant que tu travailles comme un chien. » Paul se leva, titubant légèrement, pointant un doigt accusateur vers Antoine. « Il arrive de Paris avec ses grands airs, ses beaux discours, et il te vole ta femme sous ton propre toit. Et toi, pauvre idiot, tu ne vois rien. » Antoine se leva lentement, les mâchoires serrées. « Garnier, tu ferais mieux de te taire avant de dire des choses que tu regretteras. » « Des choses que je regretterai ?» Paul éclata d'un rire amer. « C'est toi qui devrais avoir des regrets, Parisien. Trahir ton ami d'enfance, séduire sa femme, détruire leur mariage. Tu crois qu'on ne voit pas ton manège ?» Marcel était debout maintenant, livide, ses poings serrés tremblant le long de son corps. « Antoine. » Sa voix était à peine audible. « Dis-lui que c'est faux. Dis-lui que ce salaud ment. » Le silence qui suivit dura une éternité. Antoine regardait son ami, cet homme bon qui lui avait ouvert sa porte, qui lui avait fait confiance, et dans ses yeux, Marcel vit la vérité avant même qu'un mot ne soit prononcé. « Marcel, » commença Antoine. Mais il n'eut pas le temps de finir.
Le poing de Marcel s'écrasa sur son visage avec une violence inouïe. Antoine bascula en arrière, renversant tables et chaises. Le sang jaillit de sa bouche. Marcel se jeta sur lui, frappant encore, avec toute la rage accumulée, toute la douleur d'une trahison qui venait d'exploser en plein cœur. Il fallut 4 hommes pour les séparer. Cette nuit-là, Antoine quitta l'auberge du Cerf, le visage tuméfié, une côte cassée, marchant péniblement dans la neige qui tombait maintenant en rafales violentes. Mais il ne se dirigea pas vers la gare. Il se dirigea vers la rue des Saules, vers elle. Il frappa à la porte arrière, celle qui donnait sur la cour. Élise ouvrit, le visage défait. Elle savait déjà. Dans un village comme Montfaucon, les nouvelles voyageaient plus vite que le vent. « Il faut que je parte », dit Antoine. Sa lèvre fendue saignait encore. « Maintenant. Cette nuit, je sais. Viens avec moi. » Les mots flottèrent entre eux, chargés de tout ce qu'il n'avait jamais osé dire. Élise le regarda. Cet homme qui avait bouleversé sa vie en quelques semaines, qui lui avait montré qu'une autre existence était possible. « Je ne peux pas. » « Pourquoi ? » « Parce que je suis sa femme. Parce que malgré tout, » sa voix se brisa. « Malgré tout, je lui dois au moins ça. Rester, affronter. Il te détruira. Le village te détruira. Alors qu'il me détruise. » Des larmes coulaient sur ses joues. « Mais je ne fuirai pas. Je ne suis pas comme toi, Antoine. Je ne peux pas simplement partir et recommencer ailleurs. Cette terre est la mienne. Ce village est le mien. Pour le meilleur et pour le pire. » Antoine la regarda longuement, gravant chaque détail de son visage dans sa mémoire. Puis il se pencha, l'embrassa doucement sur le front, un baiser d'adieu, tendre et désespéré. « Je t'aimerai toujours, » murmura-t-il. « Je sais. » Il disparut dans la nuit neigeuse, avalé par les ténèbres et la tempête. Élise resta sur le seuil, glacée jusqu'aux os, regardant sa silhouette s'effacer progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Marcel rentra à l'aube, ivre, brisé. Il trouva Élise assise dans la cuisine, immobile, les yeux rouges. Ils se regardèrent, sans un mot. Tout avait été dit, tout était fini. Les jours qui suivirent furent un enfer silencieux. Marcel ne parlait plus. Il mangeait les repas qu'elle préparait sans lever les yeux. Il dormait dans l'atelier, refusant de partager le même lit qu'elle. Le matin, il partait avant l'aube. Le soir, il rentrait après la tombée de la nuit. Mais pire que son silence était le silence du village. Montfaucon avait rendu son verdict. Élise Dupré était coupable. Coupable d'avoir fait entrer le désir dans une vie respectable. Coupable d'avoir troublé l'ordre établi. Coupable d'avoir été tentée, même si elle n'avait jamais cédé complètement. À la boulangerie, Madame Garnier refusait de la servir. « Je ne vends pas mon pain aux femmes de mauvaise vie », dit-elle froidement. À l'église, le père Dubois prononça un sermon sur l'adultère qui était si clairement dirigé contre elle que toute l'assemblée se retourna pour la fixer. Élise baissa la tête, les joues brûlantes de honte, et ne remit plus jamais les pieds à la messe. Au marché, les conversations s'arrêtaient net à son passage. Les femmes détournaient ostensiblement le regard ou la fixaient avec un mépris glacial. Personne ne lui adressait plus la parole. Élise découvrit qu'on peut vivre dans un village peuplé de 300 personnes et se sentir plus seul qu'au fond d'un désert. L'hiver 1955-1956 fut particulièrement rigoureux en Lorraine. Les températures chutèrent à moins 20 degrés. La neige s'accumula en congère de 2 mètres de haut. Les routes furent coupées pendant des semaines. Montfaucon se retrouva isolé du reste du monde, replié sur lui-même, enfermé dans son jugement et sa cruauté. Élise maigrissait de jour en jour. Elle ne sortait plus que pour le strict nécessaire, acheter du pain quand la boulangère daignait la servir, puiser de l'eau au puits commun, ramasser du bois. Le reste du temps, elle restait cloîtrée dans cette maison qui était devenue sa prison. Un soir de janvier, elle trouva Marcel assis dans le salon, fixant les flammes dans la cheminée. Il avait pleuré. Elle voyait les traces humides sur ses joues. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. Sa voix était brisée. « Pourquoi lui ? Qu'est-ce qu'il avait que je n'ai pas ?» Élise s'assit lentement en face de lui. Pour la première fois depuis des semaines, ils allaient vraiment parler. Il ne s'agit pas de ce qu'il avait, il s'agit de ce que nous n'avions plus. J'ai tout fait pour toi. Tout. Une maison, la sécurité, le respect. Je sais. Des larmes coulaient sur ses joues. Et je t'en suis reconnaissante, vraiment. Mais Marcel, la reconnaissance n'est pas l'amour. La sécurité n'est pas le bonheur. Alors tu ne m'as jamais aimé. Si. Elle le regardait droit dans les yeux maintenant.
Quand nous nous sommes mariés, je t'aimais. Mais quelque part, au fil des années, dans la routine et le silence, dans tout ce qui n'était jamais dit, nous nous sommes perdus. » Marcel ferma les yeux. « Et lui, tu l'aimais ?» Le silence d'Élise fut sa réponse. Mars arriva avec ses premières pluies, lavant la neige sale accumulée pendant l'hiver. Mais rien ne pouvait laver la souillure qui marquait maintenant Élise aux yeux du village. Marcel avait repris le travail, mais quelque chose en lui était cassé définitivement. Il buvait maintenant, pas beaucoup, juste assez pour engourdir la douleur. Rémi, son frère, essayait de le raisonner, mais Marcel ne voulait plus écouter personne. « Elle m'a détruit », répétait-il. « Ma propre femme. Avec mon meilleur ami. Comment je suis censé vivre avec ça? Comment ?» Élise découvrit qu'elle était enceinte en avril. Un enfant conçu lors d'une des rares nuits où Marcel, ivre, était revenu dans leur lit conjugal, cherchant peut-être à reconquérir ce qui était perdu, ou simplement à prouver quelque chose, à lui-même, à elle, au village. Elle ne sut comment réagir à cette nouvelle. Un enfant. Une nouvelle vie. Dans ce désert émotionnel qu'était devenu leur maison. Quand elle l'annonça à Marcel, il la fixa longuement, les yeux vides. « C'est le mien ?» La question la gifla avec une violence pire que tous les coups. « Oui. » « Comment je peux en être sûr? Parce qu'il ne s'est jamais rien passé entre Antoine et moi. Jamais. Rien de physique. Mais quelque chose s'est passé quand même. » Marcel se leva, renversant sa chaise. Quelque chose de pire, peut-être, parce que le corps, ça se pardonne. Mais le cœur, il secoua la tête. Comment on pardonne d'avoir donné son cœur à un autre? L'été 1956 fut étouffant. Une chaleur moite, oppressante, s'installa sur Montfaucon, transformant les ruelles en fournaises. L'air était si lourd qu'on avait du mal à respirer. Les orages menaçaient constamment sans jamais éclater, créant une tension électrique insupportable. Élise, enceinte de 6 mois maintenant, se déplaçait avec difficulté, son ventre rond la déséquilibrant. Le village continuait de l'ignorer avec une cruauté méthodique. Même le médecin, le docteur Perrin, la traitait avec une froideur à peine professionnelle lors des consultations. Un après-midi de juillet particulièrement étouffant, alors qu'elle revenait du puits avec 2 seaux d'eau, elle croisa un groupe de femmes sur la place de l'église. L'une d'elles, Jeanne Barthélemy, la femme du facteur, cracha ostensiblement par terre à son passage. Élise continua son chemin, la tête haute, refusant de leur donner la satisfaction de la voir pleurer. Mais une fois rentrée chez elle, seule dans cette maison vide et hostile, elle s'effondra sur le carrelage de la cuisine et pleura toutes les larmes de son corps. Ce soir-là, Marcel rentra particulièrement ivre. Il tenait à peine debout. Rémi l'accompagnait, essayant de le soutenir. « Il faut que tu arrêtes de boire comme ça, » suppliait Rémi. « Tu vas te détruire. »« Me détruire ?» Marcel éclata d'un rire amer. « Je suis déjà détruit. Elle m'a déjà détruit. » Il vit Élise dans le couloir, son ventre proéminent visible sous sa robe. Quelque chose passa dans ses yeux, un mélange de rage, de douleur et de quelque chose de plus sombre encore. « Cet enfant !» Il s'avança vers elle, titubant. « Comment je peux savoir qu'il est de moi? Comment ?»« Marcel, arrête !» intervint Rémi. « Tu es ivre. Tu ne sais plus ce que tu dis. » Mais Marcel ne l'écoutait pas. Il fixait Élise avec une intensité dérangeante. Peut-être qu'il serait mieux s'il ne naissait jamais. Peut-être que tout serait mieux si... Il ne termina pas sa phrase, mais le mal était fait. Les mots flottaient dans l'air, lourds de menaces. Le 15 août 1956, jour de l'Assomption, Montfaucon célébrait sa fête patronale. Le village entier était rassemblé sur la place centrale, stands de nourriture, jeux pour les enfants, bal populaire prévu pour la soirée. Une atmosphère de liesse forcée flottait dans l'air chaud. Élise ne participa pas aux festivités. Elle resta cloîtrée chez elle, comme toujours. Vers 20 heures, alors que la nuit tombait et que les premières notes de l'accordéon résonnaient sur la place, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir brutalement. Marcel rentra, ivre-mort, plus ivre qu'elle ne l'avait jamais vu. Il avançait en titubant, renversant meubles et objets sur son passage. « Il se moque de moi », marmonnait-il. « Tout le village se moque de moi, le cocu. C'est comme ça qu'il m'appelle, le pauvre cocu qui ne voit rien. Marcel, va te coucher, » dit Élise doucement. « Tu as trop bu. »« Trop bu ?» Il éclata d'un rire dément. « Je n'ai pas assez bu. Je ne pourrai jamais assez boire pour oublier ce que tu m'as fait. » Il s'approcha d'elle, dangereux maintenant. «
Élise recula instinctivement, protégeant son ventre de ses mains. « Marcel, s'il te plaît. S'il te plaît. » Il l'imita avec cruauté. « Tu me demandes s'il te plaît maintenant. Où était-on s'il te plaît quand tu passais tes journées avec lui, quand tu le regardais comme tu ne m'as jamais regardé ?»« Il ne s'est rien passé, » cria Élise, terrifiée maintenant. « Combien de fois je dois te le répéter? Il ne s'est rien passé. »« Menteur !» hurla Marcel. Sa main se leva. Ce qui se passa ensuite se déroula en quelques secondes qui parurent durer une éternité. Marcel la gifla violemment. Élise bascula en arrière, perdant l'équilibre, ses mains cherchant désespérément un appui. Elle heurta le coin de la table de la cuisine. Un choc sourd. Un cri, puis le silence. Marcel dessoula instantanément. Il vit Élise écroulée sur le sol, une mare de sang s'élargissant sous elle, ses mains agrippant son ventre. « Élise !» Il tomba à genoux près d'elle. « Mon Dieu, Élise !»« Le bébé !» murmura-t-elle, le visage déjà livide. « Notre bébé !» Le docteur Perrin arriva une demi-heure plus tard, appelé en urgence par Rémy qui avait entendu les cris. Mais il était trop tard. Beaucoup trop tard. L'enfant était mort, et Élise perdait tellement de sang qu'il était impossible de l'arrêter. Pas ici. Pas dans ce village perdu sans équipement médical adéquat. Elle mourut à l'aube du 16 août, dans cette maison qu'elle avait tant détestée, entourée d'un mari brisé et d'un médecin impuissant. Ses derniers mots furent pour Marcel « Ce n'était pas ta faute, c'était la mienne. Je t'ai aimé, à ma façon. Je suis désolé. » Puis plus rien. Marcel resta prostré près du corps pendant des heures, tenant la main froide d'Élise, incapable de pleurer, incapable de bouger, incapable de croire ce qui venait de se passer. Le village apprit la nouvelle au petit matin. Les réactions furent variées. Certains exprimèrent une compassion tardive. D'autres murmurèrent que c'était la punition divine pour ses péchés. D'autres encore gardèrent un silence embarrassé, conscients peut-être de leur propre responsabilité dans cette tragédie. Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard, sous un ciel d'orage. Une poignée de personnes seulement se présenta au cimetière. Rémy, le docteur Perrin, quelques voisins mus par un sens du devoir, plus que par la compassion. Marcel se tenait près de la tombe, immobile comme une statue, le regard vide. Quand le cercueil fut descendu en terre, il ne versa pas une larme. Il était allé au-delà des larmes, au-delà de la douleur, dans un endroit où plus rien n'avait d'importance. Cette nuit-là, il retourna dans la maison vide. Il s'assit dans la cuisine où Élise était morte. Il but une bouteille entière de whisky, puis il sortit le fusil de chasse rangé dans le placard de l'entrée. Rémy le trouva le lendemain matin, écroulé dans la cuisine, le crâne explosé, le mur derrière lui éclaboussé de sang et de cervelle. Sur la table, une lettre. Une seule phrase griffonnée d'une écriture tremblante. « Je ne peux pas vivre dans un monde où elle n'est plus. » En 1995, la maison du 12 rue des Saules fut démolie. Personne n'y avait vécu depuis 1956. Pendant 40 ans, elle était restée vide, abandonnée, hantée. Ou du moins, c'est ce que les habitants de Montfaucon racontaient. Les enfants évitaient de passer devant après la tombée de la nuit. On disait qu'on y entendait des pleurs, des murmures, des bruits inexplicables. Les ouvriers qui démolissèrent la bâtisse découvrirent, cachée derrière une lame du parquet dans la chambre à coucher, une vieille boîte en fer contenant des lettres. Des lettres qu'Antoine avait écrites à Élise, mais qu'il n'avait jamais osé lui donner. Des lettres d'amour d'une beauté déchirante, remplies de tout ce qu'il n'avait jamais pu dire à voix haute. La dernière lettre, datée du 14 décembre 1955, la veille du scandale à l'auberge, se terminait ainsi « Je pars demain. Je le dois. Pour toi, pour lui, pour nous tous. Mais sache que je t'ai aimé du premier regard au dernier souffle. Tu méritais tellement mieux que cette vie-là, Élise. Tellement mieux que moi. Tellement mieux que tout ça. Sois heureuse, c'est tout ce que je te souhaite. Sois heureuse. » Les lettres furent données au maire de Montfaucon, qui les archiva discrètement, refusant de les rendre publiques. Certaines histoires, décida-t-il, valaient mieux enterrer. Aujourd'hui, à l'emplacement du 12 rue des Saules, il y a un petit jardin public avec un banc de pierre. Personne ne s'y assoit jamais. Les habitants évitent dans cet endroit, guidés par un instinct qu'ils ne comprennent pas vraiment. Mais parfois, les soirs d'automne, quand le vent souffle des collines lorraines, quand les feuilles mortes tourbillonnent dans l'air et que la lumière déclinante transforme Montfaucon en un tableau sépia, on peut entendre, ou croire entendre, un murmure dans le vent.
Un murmure qui ressemble à un nom répété encore et encore, comme une prière, comme un regret, comme un amour qui refuse de mourir. Élise. Voilà l'histoire du secret de la rue des Saules. Une histoire d'amour impossible, de jugement social impitoyable, de destin brisé. Une histoire que Montfaucon a tenté d'effacer de sa mémoire collective, mais qui persiste, gravée dans les pierres, murmurant dans les ruelles, refusant obstinément de disparaître. Parce que certaines histoires, même les plus terribles, doivent être racontées, pour ne pas oublier, pour comprendre. Pour se souvenir que derrière chaque scandale, il y a des êtres humains. Derrière chaque jugement, il y a une vie brisée, et que parfois, le véritable monstre n'est pas celui qu'on désigne du doigt, mais celui qui se cache dans le cœur de chacun d'entre nous, ce besoin viscéral de juger, de condamner, de détruire ce qui nous dérange. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé.